Donc, j'ai simplement posé sur ma table mon atelier Baudelaire, des livres, lui, autour de lui, avec lui, et puis on va les tripoter. Le premier, c'est celui-ci, un beau tirage cuir que, de l'imprimerie nationale. Ça coûtait cher, mais je tenais à l'avoir. Je voulais un Baudelaire écrit en gros et écrit propre, et en sacré mauvais état. Il y a une couverture qui est partie, etc. Les illustrations étaient à chier, et je crois que j'ai arraché toutes les illustrations, mais par contre j'avais remplacé par des images que moi j'avais découpées, puis mises, puis il y en a toute une série, et puis ça n'a pas d'importance. Où elles sont? Ah, je suis sûr que j'en avais. Tac, par exemple. Euh, tac, par exemple. Tchac, par exemple. Et voilà, je m'étais fabriqué mon livre de Baudelaire. Une fois, j'avais posé sur sa tombe, je l'avais laissé toute une nuit, j'étais revenu chercher le lendemain. Comme ça, il était vraiment de Baudelaire, ce livre. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue main sans grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Rien, pas une virgule, pas une coupe. La rue, pas par monosyllabe, le réel est posé. La ville, quelle rue, on ne sait pas. La rue, assourdissante, la longueur qui fait tout l'espace de la ville, concentrée dans ce point où arbitrairement on est. La rue, autour de moi, hurlait. Évidemment, le sujet arrive là, mais le autour de moi fait que l'endroit où est le sujet n'en réorganise plus le monde autour de lui. Là, il y a une bascule. Hurlait. Comment le poids du verbe, d'abord, c'est comment la ville arrive par le monde sonore, par cette et en précipice comme ça sur la fin de vers. Et on bascule dans le narratif, l'exposé. Longue main sans grand deuil, douleur majestueuse, sauf qu'il y a le deuil quand même. Une femme passa, le mouvement, c'est cinétique, rien s'arrête. D'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet, même l'image de l'intérieur se bouscule. Et on saute la strophe. Et tout d'un coup, le dernier vers de la description est sur le premier vers de la strophe suivante. Agile et noble avec sa jambe de statue. Du coup, la syncope du vers sur la strophe suivante amorce la syncope qui, elle, va être maintenant transposée dans le vers, presque fractalement. Moi, virgule, je buvais, crispé comme un extravagant. Et avec évidemment ce extravagant qui reprend le assourdissant comme ça, là en fin de vers, mais avec ce bloc comme ça de quatre pieds, et puis la couleur du participe présent, et puis le je buvais crispé, tout d'un coup cette espèce d'immobilité, où là tout d'un coup on renverse sur le narrateur, dans son œil ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Ok, poésie. Mais après, un éclair, puis la nuit, fugitive beauté. Fin du vers, ça repart. Mais avant, un éclair, qu'est-ce qu'on a fait? On a bloqué le temps. On a installé dans le vers un temps sans durée. Un éclair, puis la nuit. Il n'y a plus rien autour du temps. Dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité. Et regardez, ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Ailleurs, bien loin d'ici, on est dans l'espace. Trop tard, jamais peut-être, on est dans le temps. Et c'est le même vers et c'est la même phrase. Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Ça aussi c'est scandaleux. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. La ville, on s'y croise, on ne sait pas qui on est. La ville vous réabsorbe, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus que ces moments comme ça, ces instantanés du temps. Avec Baudelaire, quelque part, c'est pas qu'on a un absolu de la langue, c'est pas plus que ça. On a tout d'un coup, dans cette forme classique de la poésie, qu'il accomplit. Peut-être qu'il y en a d'autres qui feront des sonnets après lui, mais ils feront des sonnets d'après Baudelaire, ils feront plus l'exercice du sonnet. On a un achèvement de la langue. Et dans cet achèvement,
cette espèce de cassure qui inaugure quoi? Notre manière aujourd'hui d'amorcer le monde. C'est pour ça que je voulais commencer par Baudelaire. Les Fleurs du Mal, c'est tout petit, c'est 120 poèmes. On a des petites éditions minuscules. J'avais ça aussi, j'en avais un toujours dans ma bagnole. C'était des petites éditions chinoises, ça coûtait 2 euros. C'était plus petit que la main, gros comme un petit téléphone en gros. Évidemment, avec le numérique, on n'a plus besoin de ça maintenant. Mais je sais que pendant des années, j'avais traîné ce petit Baudelaire comme ça dans la boîte à gants de la voiture. En même temps, j'avais le gros Corti, l'édition de Claude Pichois. Je leur parlais plusieurs fois de Pichois. L'avantage, c'est que là, on a toutes les petites variantes, on a toutes les corrections, on a tous les états successifs. Évidemment, c'est un outil de travail. Par contre, du coup, immédiatement, quand vous mettez des petits numéros comme ça dans la marge, quand vous mettez des notes qui sont plus grosses que le texte lui-même, elle est où la poésie? Donc ça aussi, cette question, c'est une interrogation au livre. Et quel livre en plus? Est-ce que ça existe, Les Fleurs du Mal? Il y a la première édition proposée par Baudelaire. Aussitôt après, il y a ce procureur Pinard qui le poursuit pour obscénité, fait condamner une quinzaine de poèmes. Il y a une deuxième édition donc, qui est Les Fleurs du Mal sans les poèmes condamnés, une édition atrophiée. Je peux pas réviser les dates, vers 1860, tout ça, mais les dates c'est bien, on peut les voir en même temps qu'on fait cours. On a tous Wikipédia, vous êtes tous sur vos téléphones en même temps qu'on fait cours ou vos ordi, donc c'est parfait comme ça. Et puis, troisième édition, c'est Baudelaire qui continue à travailler sur ces Fleurs du Mal, et puis qui ajoute cette espèce de cercle ultime, sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille, te réclame, etc., etc. Tous ces poèmes comme ça qui sont une espèce presque de mise en résonance comme ça après le livre fini, mais qui lui donne sa dernière assise. Et puis finalement, justement, comme Baudelaire est mort entre-temps, où est-ce qu'on les met, ces poèmes qu'il a rajoutés et qui devaient s'insérer dans la grande architecture par cercle des Fleurs du Mal? On n'a jamais su où il voulait le mettre. Donc nous, on les met à la fin. Et puis ensuite, maintenant, on a rajouté les épaves, les poèmes condamnés, on les a remises à l'intérieur des Fleurs du Mal. Alors on en fait quoi? Et puis la préface qu'il avait prévu d'installer, cette préface qui est tellement essentielle, ce projet de préface, où est-ce qu'on l'installe, puisque les Fleurs du Mal sont inachevées? Mais lequel d'entre nous ne le connaît pas par cœur? Comment, par une série d'efforts déterminés, l'artiste peut s'élever à une originalité proportionnelle? Comment la poésie touche à la musique par une prosodie dont les racines prolongent plus avant dans l'âme humaine que ne l'indique aucune théorie classique? Que la poésie française possède une prosodie mystérieuse et méconnue, comme toutes les langues latines et anglaises? Pourquoi tout poète qui ne sait pas au juste combien chaque mot comporte de rimes est incapable d'exprimer une idée quelconque? Et là, que la phrase poétique peut imiter, et par là elle touche à l'art musical et à la science mathématique, la ligne horizontale, la ligne droite ascendante, la ligne droite descendante, qu'elle peut monter à pic vers le ciel sans essoufflement, ou descendre perpendiculairement vers l'enfer avec la vélocité de toute pesanteur, qu'elle peut suivre la spirale, décrire la parabole, ou le zigzag figurant une série d'angles superposés. Puis après il rigole le Baudelaire, vous savez. Comment, appuyé sur mes principes et disposant de la science que je me charge de lui enseigner en 20 leçons, tout homme devient capable de composer une tragédie qui ne sera pas plus sifflée qu'une autre. Laissons passer. Qu'est-ce qui fait vieille lune dans ces noms comme ça qu'on a tous supportés au lycée et puis finalement il y a bien un moment où il s'agit d'y revenir, de s'y approprier, mais d'y revenir en frère, parce que soi-même on est sur un chemin d'écriture ou artistique, peu importe. Et puis en même temps, qu'est-ce qui nous reste à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est qu'on apprend de Baudelaire au lycée? La chevelure, les chats, l'albatros, ouais, tous ces poèmes des débuts, est-ce qu'ils nous servent? Bien sûr que non. L'important, par contre, à suivre, c'est ça. C'est comment Baudelaire s'est inventé lui-même, comment Baudelaire s'est inventé contre lui-même. Prenons un de ces poèmes dits classiques, un de ces grands poèmes du début, classique au sens qu'on l'apprend dans les classes.
Mais vous savez l'histoire, il a 19 ans, il n'a pas encore l'âge, 21 ans, ou être majeur et avoir droit à l'héritage de son père. Sa mère s'est remariée avec le général Opic, qui a des fonctions un peu comme ministre de l'Intérieur, et qu'évidemment les relations ne sont pas au beau fixe. Et la famille l'embarque, fait le tour du monde, mon gars, tu verras plus clair au bout. Et Baudelaire, à l'île Maurice, va décider de faire demi-tour. Il y a un événement probablement assez considérable, une tempête très violente vers Cape Town, et vraiment la frousse. Même le capitaine du bateau dit qu'il n'a jamais éprouvé de trucs comme ça. Baudelaire quitte le navire et puis se débrouille pour rentrer en Europe et arriver à Bordeaux. Envoie une lettre à sa mère en disant que maintenant il sait ce qu'il veut faire. Il veut devenir poète. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, mais ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image, tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets, homme nul n'a sondé le fond de tes abîmes, ô mer nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder le secret, et cependant voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort, ô lutteurs, tellement vous aimez le carnage et la mort, ô lutteurs éternels, ô frères implacables, bien sûr, c'est magnifique, bien sûr, ça se commente, bien sûr, ça s'analyse de tous les côtés, bien sûr, il y a ce paradoxe comme ça que Baudelaire, qui refuse ce voyage, qui considère cette éviction comme une violence faite à lui-même, en même temps en tire un matériau, un rapport à l'infini, à l'idée du voyage, qui va lui servir de matériau pour toute sa vie, mais c'est bien avec ça qu'il va falloir casser. Là, je ne vais pas sortir les bouquins, mais en même temps, l'important, c'est les salons. Et là, on prendra le temps d'en regarder un petit peu. Tous les ans, il y a ce salon officiel, et puis il y a le salon des refusés, donc il y a ces conflits esthétiques de la peinture officielle, pompeuse, académique, mais pas seulement, il y a des grands aussi là-dedans, et puis il y a ceux qui cherchent, il y a les novateurs qui ont déjà conquis d'être reconnus, comme Delacroix, et puis il y a ceux qui inventent des formes plus intermédiaires, comme le graveur Gustave Mérion. Il y a aussi l'émergence de la photographie, et puis c'est un vaste commerce, c'est-à-dire que tous les ans on a l'opportunité de fabriquer comme ça des textes sur l'esthétique qui justement, ça ne marche pas avec les revues, ça ne marche pas avec les trucs d'amateurs, mais ces fascicules peuvent trouver comme ça un auditoire. Baudelaire va produire des salons. Est-ce que c'est simplement une question financière? Mais peut-être là pour moi, c'est dans ce sens-là où ça vaut le coup d'aller lire ce qu'il écrit sur Delacroix, d'aller lire cette espèce de critique de l'art. On est poète, mais qu'est-ce qu'il a à avancer pour dire sa révolte de poète? C'est le moment où il habite avec Gautier, etc., cet hôtel Pimaudan sous les combles dans le vieux Paris, dans l'île Saint-Louis, qui n'a évidemment rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. C'est l'époque, il a touché son héritage, il est fier de jouer au dandy et de brûler une masse énorme d'argent dans des belles cannes d'ébène à pommeau d'argent, des capes noires, des écharpes rouges, des gants roses. Baudelaire a des gants roses. Mais en même temps, c'est quoi les poèmes? Homme libre, toujours tu chériras la mer. Donc il faut annoncer sa révolte esthétique, il faut la construire. Donc la prise de parole discursive, ce qu'on écrit dans les salons, c'est construire la figure du poète rebelle, du poète critique, du poète mordant, alors que dans son travail, dans sa poésie, il n'a pas encore ni la révolte, ni la mort, ni le mordant. Et en ce sens-là, les salons deviennent bigrement intéressants. C'est presque un lieu commun, mais quand même, on parlera quand même d'Edgar Poe un petit peu. Il y en a toujours
tant qu'on n'a pas remis le nez dans Edgar Poe, on ne peut pas se rendre compte de ce qui se joue là, sur la ville, sur le travail sur les perceptions et l'hallucination, le travail sur les repères temporels. Prenez le maelstrom avec ce passage comme ça soudain dans un référent vertical et la description du tourbillonnaire. Baudelaire découvre des traductions de Poe, sont assez médiocres, mais derrière il perçoit un univers. Est-ce que lui parle anglais? Quasiment pas. En tout cas, il se fera aider, et donc du coup il réinvente dans la langue. Par contre, ça, oui, ce qu'il découvre chez Edgar Poe, c'est l'univers mental qui lui permet de trouver son propre univers, d'inventer sa propre façon mentale d'avaler le monde. C'est ce qui va évidemment produire en série chez Edgar Poe, avec ces 2 séries histoires extraordinaires, nouvelles histoires extraordinaires. Ensuite, il rajoutera un 3e tome, histoire grotesque et sérieuse, et il traduira aussi ce grand roman comme ça, une grande descente vers le pôle sud que personne n'a jamais atteint, les aventures d'Arthur Gordon Pym, et il traduira ce texte très bizarre d'Edgar Poe, qui ce problème des physiciens. On ne comprend pas pourquoi il y a de plus en plus d'étoiles dans le ciel à mesure qu'on l'observe, et pourquoi la nuit est noire. Edgar Poe aura cette intuition que c'est possible seulement à une condition, c'est que les étoiles reculent à une vitesse encore plus grande que la vitesse de la lumière, et que donc l'univers est en expansion. Ça s'appelle Eureka, et on a des petits mystères comme ça. Toujours cet effet best-seller, Edgar Poe, ouais, le crime, double crime dans la rue Morgue, etc., etc., etc. Du coup, ça cache le reste. Premier paragraphe de Chute de la maison Usher. Pendant toute une journée d'automne, journée fuligineuse, sombre et muette, où les nuages pesaient lourds et bas dans le ciel, j'avais traversé seul et à cheval une étendue de pays singulièrement lugubre, et enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvais en vue de la mélancolique maison Usher. C'est juste la première phrase. Où les nuages pesaient lourds et bas dans le ciel. On est déjà dans la poésie de Baudelaire. Ce qui est pour moi fascinant là-dedans, c'est qu'en traduisant la prose, il trouve le vocabulaire, la matière de sa poésie. Quand le ciel bas et lourd pesait comme un couvercle. Donc, en même temps, tout d'un coup, cette distension. Ce que vous amorcez sur la ville, ce que vous amorcez sur l'intérieur, sur le démon, sur l'hallucination, sur la folie, sur les dédoublements du temps, et en même temps sur l'inconnu immédiat du monde qui nous entoure, l'homme des foules. Oui, tout d'un coup, en traduisant la prose, on l'a, cette folie. Mais ce qu'il a, lui, c'est le vers et le sonnet. C'est pas compatible. À ce moment-là, les fleurs du mal vont grandir. À ce moment-là, les fleurs du mal vont inventer les spleens, elles vont mort en esprit, autrefois amoureux de la lutte dont l'espoir attisait ton ardeur, etc., etc. Avalanche veux-tu m'emporter dans ta chute? Il va trouver son truc là. Mais en même temps, là où Edgar Poe avait sauté, dans le récit, lui, il n'a pas sauté. Là, il y a une contradiction. C'est peut-être pour ça qu'immédiatement après, ça c'est l'autre livre-outil, petit poème en prose, c'est pas lui qui a inventé l'histoire du poème en prose. Et, le Gaspard de la nuit de Loisius Bertrand, Baudelaire rend hommage. En même temps, qu'est-ce que c'est? On est dans la période d'Eugène Sue, d'Alexandre Dumas, de toutes les nouvelles de Théophile Gautier, etc., que des gens qui connaissent, des gens qui sont ses frères en bonne partie, ou Gérard de Nerval. Mais en même temps, tout d'un coup, quand on fait de la prose sur un espace bref, chacun sa chimère. Regardez, une page et demie. Le fou, la Vénus, une grosse page. Le chien et le flacon, une page. On est dispensé de la narration. La prose se tient toute seule. Et le texte se tient tout seul. Et c'est la prose qui le permet. Par contre,
C'est ça qui est étrange pour moi. L'espace peut-être principal de la contradiction. Ce que Baudelaire exerce de violence sur la langue française dans la poésie, dans la prose, il ne sait pas l'exercer. Le premier qui l'exercera, ce sera Rimbaud, dans Les Illuminations, une trentaine d'années plus tard, et prochain cours. Donc, et cette espèce de latence, pour moi, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, c'est comment, comment, à partir des petits poèmes en prose, on peut comprendre la gestation des fleurs du mal. C'est-à-dire que là s'ouvre un espace narratif qui invente des images, qui invente par exemple la perception de la ville le soir, la ville vue d'en haut, la ville dans le geste, faire venir le vitrier et casser la vitre du vitrier en laissant tomber un truc dessus. On intervient sur le réel. Et donc, en fabriquant comme ça du récit, dans la prose sage, on donne aux fleurs du mal le moyen de se risquer comme ça dans la ville. Et en fait, il n'y a pas les fleurs du mal et les poèmes en prose, il y a une imbrication continue comme ça des publications qui font que passe toujours au-devant le seul livre, le livre unique, le livre terminal, qui sont les fleurs du mal. Pour moi, c'est à partir de ces genres de petites choses où on peut rouvrir le chantier de l'invention. Baudelaire, on n'a pas de papier. Il y a des raisons matérielles, par exemple, ce qu'il n'a jamais eu d'adresse fixe. Par contre, il a occupé dans Paris plus de 32 adresses recensées. La plupart avec sa compagne, Jeanne Duval. Il y a une période où ça va mal entre les deux. Le frère de Jeanne Duval vient, se saisit des papiers de Baudelaire, des malles, une grande malle en tout cas, et cette malle disparaît. Bon. C'est comme ça, c'est pas. Par contre, ce qui est plus étonnant pour moi, c'est ça. C'est que quand le travail n'est pas terminé, Baudelaire archive le chantier. Le travail étant terminé, pas besoin, on élimine l'archive. Quelque chose que fera aussi Chateaubriand, quelque chose qui est posé par Michaud. Donc voilà, dans les livres, on appelle ça reliquat. Ça fait bien de dire reliquat, mais non, c'est pas reliquat, c'est plus que ça. Par exemple, qu'est-ce qu'on a? Des listes de projets. C'est-à-dire que, pas besoin de commenter, mais la liste en elle-même est signifiante. C'est-à-dire qu'est-ce que Baudelaire se donne en amont comme but à rejoindre, comme chemin à faire pour entrer vers l'écriture. Donc une définition d'univers, mais encore beaucoup plus que la liste vaut par elle-même, c'est-à-dire écrire une liste est déjà entrer en écriture. Pour écrire, il faut déjà écrire. Phrase de Maurice Blanchot qui me sert un petit peu d'emblème pour ses cours. La liste est une première étape de la gestation de l'écriture. On en a plusieurs. Spleen de Paris, Affaires, 48 bis, 48 terres, 50, 52, 60, 66, 67. Ça va jusqu'à 112. C'est pas rien, les listes de Baudelaire. Vêtements de fou et joujou, peut-être une nouvelle. L'ingratitude filiale, les oiseaux. Expérience, le rêve avertisseur. Entre parenthèses, peut-être une nouvelle. L'auberge. Entre parenthèses, souvenir de jeunesse, par l'odeur, la couleur et le vent frais. Laissez tomber le souvenir de la jeunesse. Gardez le par l'odeur, la couleur et le vent frais. On n'est pas dans l'invention là? Les escaliers. Il n'a jamais écrit le poème sur l'escalier. Tâchez donc de les trouver, vous, dans votre tête. Où est-ce qu'il y en a des escaliers? Ouais, Crime et Châtiment de Dostoïevski, et puis au XXe siècle, bien d'autres, dans Proust, qui est le rôle de l'escalier dans Proust, évidemment. Mais lui, c'est ça. Comment, pour la première fois, quelqu'un... Regardez, Edward Hopper, 1910. On se fout de sa gueule après. Ouais, vous avez vu Picasso et tout? Non. Qu'est-ce qu'il a peint, Hopper? L'escalier, puis sa cour. Les escaliers, vertige, grande courbe, hommes accrochés, une sphère, brouillard en haut, en bas. Troisième liste, entièrement raturée. Plans et notes, poèmes en prose. Voilà, celui qui m'intéresse. Notes pour l'élégie des chapeaux.
Travailler sur la ville, c'est travailler sur le mouvement, travailler sur la silhouette, travailler sur le croquis. Un texte essentiel qui s'appelle Le peintre de la vie moderne, je ne sais pas si j'en parle ici ou pas, sinon ça ferait trop long, mais dans Constantin Guy, qui ne nomme pas, parce que ce type refuse d'être considéré comme artiste. Il veut travailler directement sur les champs de bataille. Et ce que ça travaille sur Constantin Guy, c'est la rapidité. Le croquis va vite, il est vite transmis à la presse, qui le publie le lendemain. Et quand il est sur la guerre de Crimée, entre l'instant où il fait sa suite de croquis et le moment où le croquis paraît dans la presse à Londres, il y a 9 jours. L'interrogation de Baudelaire dans Le peintre de la vie moderne, c'est ça. Tout d'un coup, la réalité qui ne nous est pas perceptible et qui autrefois supposait la médiation du texte pour venir à nous bien longtemps après, maintenant nous est perceptible simultanément. Le simultanément, pour lui, c'est 9 jours. Évidemment, pour nous, aujourd'hui, en septembre 2001, ou même l'assassinat de Kennedy en direct, etc., ce temps se réduit, se réduit, se réduit. Avec Twitter, on est presque comme ça sur un petit mouvement même pas de simultanéité, mais en quoi la presque simultanéité démultiplie le locuteur. C'est-à-dire que le réel se documente lui-même par ceux qui sont sur place avant que, etc., etc. Je n'entre pas plus là-dedans. Mais cette question, dans Le peintre de la vie moderne, est essentielle. Baudelaire, donc, veut travailler sur ce silhouettage, sur cet anonymat, sur les chapeaux. Tout le monde porte un chapeau. Donc, comment on fait ? Eh ben, on va devant les vitrines, on fait des inventaires de mots, on note des bouts de phrases, on note le vocabulaire, les noms différents. Voilà, on a le chantier des chapeaux de Baudelaire. S'il avait écrit son poème, on ne l'aurait pas. Tout aurait disparu. Une autre interrogation pour moi sur ce truc. Symptômes de ruines, bâtiments immenses, plusieurs, l'un sur l'autre, des appartements, des chambres, des temples, des galeries, des escaliers, des coécums, des belvédères, des lanternes, des fontaines, des statues, fissures, lézardes, humidité provenant d'un réservoir situé près du ciel. Comment avertir les gens, les nations? Avertissons à l'oreille et les plus intelligents. Tout en haut, une colonne craque, ses deux extrémités se déplacent, rien n'a encore croulé. Je ne peux plus retrouver l'issue. Je descends, puis je remonte. Une tour labyrinthe. Je n'ai jamais pu sortir. J'habite pour toujours un bâtiment qui va crouler. Un bâtiment travaillé par une maladie secrète. Je calcule en moi-même, pour m'amuser, si une si prodigieuse masse de pierres, de marbre, de statues, de murs, qui vont se choquer réciproquement, seront très souillées par cette multitude de cervelles, de chair humaine et d'ossements concassés. Je vois de si terribles choses en rêve que je voudrais quelquefois ne plus dormir si je n'étais sûr de n'avoir trop de fatigue. Plusieurs questions sur ce texte. Évidemment, la première est classique, celle concernant le rêve. Mais avec Baudelaire, elle n'est pas classique. C'est-à-dire que le rêve, on s'en sert, c'est une matière, mais le rêve, il l'évacue. Alors, comment il l'évacue? Dans sa correspondance. C'est-à-dire qu'on a plein de lettres de Baudelaire, mais tous les rêves qu'on a de Baudelaire, il les envoie. Il les envoie à Asselineau, à Champfleury, il les envoie à sa mère. Michel Butor a fait un fabuleux livre de 150 pages, 150 feuillets comme ça, qui s'appelle Un rêve de Baudelaire, à partir d'un rêve raconté en 3 ou 4 pages comme ça dans une lettre. Mais c'est cette chose comme ça, pour le travailler, pour le fixer en écriture, j'ai besoin qu'il soit déjà en train de partir, donc que je l'envoie à quelqu'un. Mais dans ce texte, il y a autre chose. C'est un texte d'une immense modernité. Tout le 11 septembre 2001, par exemple, tient dans cette tour labyrinthe, dans cette maladie du monde, dans ce truc qui va crouler, et puis on ne trouve pas d'issue, etc. Les phrases nominales, symptômes de ruine, point, bâtiment immense, point, plusieurs, virgule, l'un sur l'autre, virgule, des appartements, virgule, des chambres, etc., etc. Et ensuite, comment avertir les gens, les nations? Et tout d'un coup, l'infinitif donc, qui permet de se dispenser du sujet. Dans Rimbaud, toutes ces techniques-là, vous les avez. Baudelaire, lui, écrivant ce texte, c'est au-delà de sa possibilité esthétique. C'est-à-dire ce texte qui pourrait transcender et ouvrir les petits poèmes en prose, leur donner la modernité de langue équivalente à ce qui se passe pour lui dans la poésie, ben non, il ne l'inclut pas dans le reste, il ne s'en saisit pas comme point d'appui pour d'autres écritures. Pas insister trop, mais pour moi, là, il y a une espèce de scan ou d'IRM comme ça de l'invention. C'est-à-dire l'invention, c'est
comment on arrive à reconnaître soi-même ce qui se passe sur sa table de travail. Je me baladais un peu dans les livres. Gros matériaux, ce gars qui s'appelle Claude Pichois, qui a fait un énorme travail comme ça pour nous permettre d'approcher Baudelaire, la biographie évidemment. Je pense que c'est ça qui est un petit peu une des questions comme ça qui sont essentielles. La biographie rend-elle compte d'une œuvre? Non. Est-ce qu'on peut approcher l'œuvre sans passer par les traces temporelles, les juxtapositions, les bifurcations, les temps de latence, les moments où il ne se passe rien, les cassures, les échecs, les déménagements, la liste des adresses, la maladie ensuite, puisqu'il meurt à 46 ans. Donc, non, pas possible d'évacuer la vie. Il nous a donné d'un bel outil aussi, Claude Pichois, un dictionnaire de Baudelaire. D'autres ont fait ça pour d'autres auteurs. J'en ai un très beau dictionnaire comme ça, des mots de Lovecraft. Voilà, ça me sert. Qu'est-ce qu'il a fait Pichois dans sa folie? Il a fait aussi, on retrouve toujours son nom, toute une iconographie, justement, les lieux, les genres, les manuscrits, ça aussi c'est précieux. Est-ce que Claude Pichois est là? Oui, le nom de Claude Pichois. Rendre honneur à Baudelaire avec tous ces petits trucs, ces petites choses qui gribouillent, ces petites choses qui sont gribouillées dans les marges, ces petites choses qui sont gribouillées dans le fond des lettres. Qu'est-ce que c'est que le trait? Qu'est-ce que c'est que la main? Qu'est-ce que c'est que la notion du visage? Bon, bah, tout d'un coup, voilà, un bel album avec les dessins de Baudelaire. Évidemment, la quantité de littérature morte, elle est proportionnelle à l'importance des types. Je croyais même l'avoir balancé celui-là, mais bon, je l'ai gardé, mais parce que je l'ai acheté chez un bouquiniste, on s'est relié comme ça. Ce pauvre Sartre qui nous a pollué Flaubert, qui nous a pollué Baudelaire, mais qu'est-ce que c'est triste ce qu'il raconte, tout ça. Laissons tomber. Jean Prévost, Baudelaire, un classique, j'aime beaucoup celui-ci. Jérôme Thelot, Baudelaire, violence et poésie. Là tout d'un coup ça parle. Le plus beau texte que Baudelaire que je connaisse, Marcel Proust. À propos de Baudelaire, mon cher Rivière, c'est une lettre, regardez. 2 pages, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Avançon, 18, 20, 24, etc. Voilà, 24 pages Pléiade. C'est long, ça fait une quarantaine de feuilles dactylographiées. Et puis tout à la fin, mais tout ça, c'est rempli de citations. Un ciel par où frémit l'éternelle chaleur. Et puis qu'est-ce que c'est le mot chaleur là-dessus? Le mot étincelle, tous ces concepts, les concepts sur la nuit, les choses sur le rythme, la syntaxe et tout, la notion de tout ça, c'est plus rapproché avec des citations de Malherbe, de Racine, etc. etc. Et puis Proust qui dit à la fin, vous m'excuserez si mes citations sont inexactes, je suis à l'hôpital, je n'ai pas de livre, je cite de mémoire. Le plus grand texte. Et pour finir, on va jouer au vieux conte prof. Quoi il joue le vieux conte prof? Il amène ça. C'est une histoire. C'est un intellectuel juif allemand, Walter Benjamin, qui en 1940 décide, plutôt que de rejoindre Adorno, tous les autres qui sont Gershom Scholem, Thomas Mann, qui sont partis en Amérique, de se suicider à la frontière franco-espagnole. Benjamin a fui l'Allemagne à partir de 1933, et il était vivre avec Brecht en Suède. Principalement ensuite, il a voyagé à Marseille, à Moscou. En 1935, il décide de s'enfermer à la Bibliothèque nationale. Le monde s'écroule, le monde s'en va dans la violence, quelque chose d'infâme. Lui choisit la littérature. Venir travailler sur Baudelaire, remplir des milliers de fiches cartonnées dans une démarche intellectuelle complètement surprenante, reconstituer le contexte Baudelaire. Pour comprendre Baudelaire, comprendre ce qu'il voit. Dans un moment où, avec la photographie, avec l'irruption de la presse, avec la prolifération de l'imprimé, mais surtout tout ce qui change dans l'organisation sociale, par les boulevards, par Hoffmann, par les panoramas, par
par le rapport au temps, le moment où les dandys, pour montrer leur indifférence à l'époque, promènent des tortues dans les passages parisiens au bout d'un ruban, mais c'est aussi le moment des barricades de 1830, de 1848, c'est le moment des fusillades dans la rue. Voilà, le chantier couvre Walter Benjamin. Quand Benjamin fuit Paris au moment de l'invasion allemande, il laisse tout son chantier à un type qu'il connaît, qui s'appelle Georges Bataille, qui est conservateur à la Bibliothèque nationale et écrivain clandestin, silencieux. C'est Bataille qui va planquer tout ça et qui fait qu'aujourd'hui on en a la disposition. Le chantier de Benjamin, on l'a longtemps, ça s'appelle Passagenwerk, le livre des passages. Et donc c'est un étrange livre parce qu'il est fait uniquement de choses recopiées. Passage sur la révolte, passage sur les barricades, passage sur les marchandises, chapitre sur les architectures, chapitre sur la photographie, chapitre sur les panoramas, chapitre sur la figure du grand auteur avec Victor Hugo, chapitre sur les chemins de fer, sur Karl Marx et la vie de Karl Marx à Londres et à Paris, chapitre sur la commune, etc. etc. Mais en même temps, ce recopiage, que des documents qui n'ont pas accédé au livre, que des documents qui n'ont pas été remoulinés par des intellectuels de service. Retrouver comme ça cette humilité de l'affiche, du signe, du fait divers de journal, du rapport de police. Et en même temps, donc, on avait ça, Passagenwerk, 2 tomes en allemand, ce très beau travail de traduction, de toute façon c'est entièrement en français. Récemment, c'est ce grand intellectuel Giorgio Agamben qui nous a redonné un autre échelon, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, jusqu'à l'exhaustivité de ces fiches stockées par Benjamin, avec ses petites notes, ses recopiages, ses méditations, enfin ce qu'on fait dans une bibliothèque, ce qu'on gribouille comme ça, et voilà, dans cette espèce aussi de presque de vue fractale, quelque chose qui se joue, et évidemment ça dépasse de très loin Baudelaire, et Benjamin, évidemment, c'est posthume. L'ensemble de ces textes, il y a 2 textes publiés. Le Paris du Second Empire chez Baudelaire. Il y a un autre texte qu'il appelle Central Park. Il part de cette figure comme ça du vide dans la ville, dans l'architecture de Manhattan, New York. Et il rassemble comme ça ses notes de Baudelaire sur ce thème Central Park. Il part aussi sur cette notion du moderne. Comment appréhender l'idée de moderne à partir des thèmes baudelairiens. Et en même temps, Central Park, ça, fragment sur Baudelaire, c'est-à-dire la noblesse du fragment. On vous laisse faire le travail, simplement, on vous donne les matériaux. Sinon, les projets son rêve de livre, son rêve majeur de comme ça. Ce tout petit truc, le Charles Baudelaire de Walter Benjamin, ne passez pas à côté. Temps de conclure. Vous allez rouvrir les fleurs du mal. Vous allez retrouver des vieux souvenirs de lycée. Vous allez trouver des poèmes strictement incroyables parce que vous n'aviez jamais supposé que la langue, dans son remuement intérieur, dans ses couleurs, ses ors et ses verts, dans ses rêves, dans ce côté minéral de fer, de verre, tout ça, évidemment, c'est seulement là, maintenant, parce que vous-même, vous êtes dans un faire, vous-même dans un travail que vous allez entrer dans Baudelaire. Vous allez voir une œuvre extrêmement construite. À la fin, il y a un poème qui s'appelle Le Voyage. Vous le retrouverez, que le monde est plus grand, la clarté des lampes, la lumière dessous, etc., etc. En même temps, juste avant, il y a quoi? Il y a la mort. Dans ses poèmes sur la mort, il y a des naïvetés, puisque Baudelaire, son projet d'architecture, il l'en disposait déjà dès le départ, la fin de Satan, des choses comme ça. Et puis en même temps, juste avant, il y a les amants. Donc évidemment, cette espèce de parcours de montée linéaire avec la mort et puis ensuite le voyage. Les Fleurs du Mal, c'est un livre total, même dans ce tout petit volume et ce côté dénombrable comme ça des 120 poèmes. À vous aussi de reconstituer qu'aurait pu être la version
une version définitive d'un livre de poésie qui se serait appelé Les Fleurs du Mal, mais qui aurait inclus cette expérience du corps, les damnés, etc., qu'on a refusé à Baudelaire et on l'a forcé de séparer, de comment on inclut aussi ces derniers poèmes. Est-ce que tout simplement ils peuvent rejoindre, ils peuvent tout simplement s'insérer là-dedans. Et puis, juste réfléchir à ça. En cours de route, par Edgar Poe, par l'expérience des peintres, euh, Mérion, Constantin Guy, euh, la, la ville devient, par la révolte, la ville devient l'expérience essentielle, devient la façon dont la force du réel oblige à un saut mental dans l'organisation de langue. Le premier poème que j'ai lu tout à l'heure, la rue assourdissante autour de moi hurlait, un éclair puis la nuit, etc., etc., introduit la cinétique, introduit le travail sur le temps, introduit ce rapport complètement différent d'un personnage à l'autre dans la communauté, dans une structuration de société qui n'est plus hiérarchique, ce que jamais des gens comme Lamartine ou Victor Hugo ne pourraient concevoir. Et du coup, le coup de force, c'est comment les tableaux parisiens s'insèrent dans l'intérieur de cette structure des Fleurs du Mal qui leur préexistait. C'est-à-dire que la ville vient surgir comme ça dans quelque chose qui est organisé avant elle, et c'est dans cette espèce d'effort, dans cette espèce de saut, de contrainte de casser l'obstacle, que tout d'un coup, nous, on peut arriver à trouver une écriture de la ville qui nous concerne pour le présent. Un des chantiers, il y en a d'autres.